Janvier 2026, à l'aube, deux scènes éclatent presque en même temps sur la terre et sur la mer. À Simonstone, des flottes non occidentales déploient une masse navale dont le tonnage combiné dépasse de près du double celui d'exercices comparables menés quelques années plus tôt dans la même zone. Pourquoi cette synchronisation compte-t-elle pour des peuples loin de l'océan? Et que dit-elle du moment politique que traverse l'Afrique? S'interroge implicitement Ibrahim Traoré à travers ce basculement discret. Parce qu'au-delà des coques et des chiffres, c'est l'idée même de souveraineté qui change d'horizon. Ce récit propose d'éclairer ce qui se joue derrière ces images maritimes et ces slogans de souveraineté, sans emphase inutile ni condamnation préalable. En suivant le fil des faits, il s'agit de comprendre comment la mer, longtemps périphérique dans les débats africains, devient un levier économique, politique et symbolique dont les effets dépassent largement les ports concernés. L'enjeu est simple à formuler. Quand les routes maritimes changent de protecteur, ce sont les règles du commerce, de la sécurité et de la dépendance qui se déplacent avec elles. Ce déplacement ne promet ni miracle immédiat, ni rupture sans coût, mais il ouvre un espace de choix là où prévalait jusque-là l'obligation de s'adapter. Pour les États, la question touche à la capacité de négocier sans tutelle. Pour les entreprises, elle concerne l'accès aux flux logistiques et au financement. Pour les populations, elle renvoie à des réalités plus concrètes: prix, emploi, stabilité. L'objectif n'est donc pas de célébrer un camp, mais de mesurer ce que cette recomposition rend possible, ce qu'elle fragilise et ce qu'elle exige en retour. La suite dépliera ces enjeux pas à pas en reliant données, décisions et conséquences visibles. En l'espace d'une seule année, la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a progressé de 47%, un glissement rarement observé sur une période aussi courte. Dans le même temps, le tonnage combiné engagé par les flottes du BRICS Plus lors des manœuvres de 2026 a dépassé 350 000 tonnes, soit presque le double d'exercices similaires organisés 5 ans plus tôt dans l'Atlantique Sud. Ces deux chiffres, souvent relégués en note technique, constituent le véritable signal faible du moment. Ils indiquent moins une démonstration de force ponctuelle qu'un changement de densité stratégique sur les routes maritimes. Pendant des décennies, ces routes ont été régulées, assurées et parfois interrompues par un noyau restreint de puissances occidentales, au nom de la sécurité du commerce mondial. Cette architecture invisible a façonné les dépendances économiques du Sud bien plus durablement que nombre de traités terrestres. Ce qui se joue en 2026 s'inscrit dans une rupture progressive de ce modèle. La mer cesse d'être uniquement un espace de projection militaire pour redevenir un instrument politique à part entière. Les exercices navals conjoints, présentés officiellement comme défensifs, dessinent en réalité une capacité nouvelle: escorter, sécuriser et garantir des flux commerciaux en dehors des cadres dominants. C'est cette capacité qui attire l'attention de dirigeants sahéliens enclavés, longtemps prisonniers de corridors logistiques qu'ils ne contrôlaient pas. Pour Ibrahim Traoré, cette évolution n'est pas un simple rééquilibrage technique. Elle confirme une intuition formulée dès ses premières prises de parole: une souveraineté terrestre privée d'accès sûr aux échanges reste incomplète. Les images de Simonstone résonnent ainsi avec celles de Ouagadougou, où la contestation de l'ordre ancien s'exprime moins par des discours que par des choix d'alliance et de circulation. Le contexte mondial amplifie ce basculement. Sanctions économiques, saisies de cargaisons et pressions financières ont rappelé à de nombreux États du Sud la fragilité de leur insertion dans le commerce global. Face à cela, la multiplication des coopérations maritimes apparaît comme une réponse pragmatique plutôt qu'idéologique.
Elle ne promet pas l'autonomie totale, mais elle réduit le risque d'asphyxie économique. La question centrale devient alors la suivante. Ce mouvement marque-t-il une parenthèse tactique ou le début d'une recomposition durable des routes du monde? Dans cette séquence encore instable, une figure sert de point de convergence narratif non comme chef d'orchestre unique, mais comme révélateur d'une sensibilité politique émergente. Ibrahim Traoré apparaît moins ici comme un stratège naval que comme un interprète d'un déplacement d'échelle. Depuis Ouagadougou, loin de toute façade maritime, il lit la mer comme une extension logique des rapports de dépendance qu'il observe sur Terre. Un premier effet se mesure dans les cercles décisionnels africains. À Lusaka, à Bamako ou à Windhoek, des discussions jusque-là marginales sur la logistique maritime gagnent en visibilité. Des conseillers économiques évoquent ouvertement la possibilité de corridors protégés permettant de contourner certaines contraintes d'assurance ou de financement imposées par des acteurs extérieurs. Ces échanges restent prudents, souvent informels, mais ils signalent une inflexion du regard porté sur l'océan, désormais perçu comme un espace négociable plutôt qu'intouchable. Un deuxième effet concerne les acteurs économiques locaux. Dans plusieurs pays enclavés, des entreprises minières ou agricoles commencent à recalculer leurs coûts à partir de scénarios intégrant une baisse potentielle des frais de transport maritime. Ce simple exercice comptable modifie les projections d'investissement sans qu'aucune décision concrète ne soit encore prise. L'effet est psychologique autant qu'économique. La dépendance cesse d'être vécue comme une fatalité absolue. Enfin, sur le plan symbolique, les images de navires escortant des convois non occidentaux circulent largement. Elles nourrissent un imaginaire nouveau où la protection des échanges n'est plus exclusivement associée à une seule sphère de puissance. Ibrahim Traoré, en relayant ces images sans triomphalisme, renforce cette lecture. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une capacité graduelle. Ce déplacement reste fragile et réversible. Mais il installe une question durable dans l'esprit des décideurs comme des citoyens. Si la mer devient accessible politiquement, quelle dépendance reste réellement incontournable? Le déclencheur de cette séquence se situe au tout début de janvier 2026, lorsque les manœuvres navales, dites Will for Peace 2026, sont rendues publiques. Officiellement, il s'agit d'exercices de coopération maritime centrés sur la protection des routes commerciales et la sécurité collective. Mais dès les premières images diffusées depuis Simonstown, la portée dépasse le cadre technique. La présence conjointe de destroyers chinois, de corvettes russes, de frégates iraniennes et de bâtiments sud-africains introduit une rupture visuelle et stratégique dans un espace longtemps dominé par un seul ensemble d'acteurs. Très rapidement, ce déploiement est interprété comme un message. Il ne vise pas une confrontation directe, mais affirme la capacité de coordonner des flottes hétérogènes hors des structures occidentales existantes. Cette coordination, jusque-là fragmentaire, devient visible, mesurable et répétable. Dans les chancelleries européennes et nord-américaines, les premières réactions oscillent entre minimisation et prudence, qualifiant l'événement de démonstration symbolique sans portée durable. Le point de bascule intervient quelques heures plus tard, loin de l'océan. À Ouagadougou, une tentative de déstabilisation politique est signalée dans les cercles sécuritaires. Des informations font état d'un projet visant à frapper des sites sensibles et à créer un climat de panique. Le plan échoue avant son exécution, non par une riposte militaire massive, mais par une mobilisation populaire spontanée. Les rues se remplissent, les slogans s'imposent, et Ibrahim Traoré apparaît brièvement sans discours, comme pour signifier que la légitimité se joue ailleurs que dans la force brute. Cette simultanéité constitue un moment charnière du récit. Deux scènes distinctes, la mer et la terre, semblent
répondre à la même impulsion, reprendre la maîtrise des conditions d'existence. Pour les soutiens de Traoré, ce n'est pas un hasard, mais la confirmation que la souveraineté se construit sur plusieurs fronts à la fois. Pour ses détracteurs, la coïncidence nourrit au contraire l'inquiétude d'un enchaînement incontrôlé. Les répliques ne tardent pas. Dans les médias occidentaux, le vocabulaire se durcit, évoquant risque d'instabilité, dérives autoritaires et militarisation déguisée. Parallèlement, dans le Sud, les commentaires insistent sur la dimension logistique et économique du mouvement. Les manœuvres navales sont relues comme une assurance contre les interruptions de flux, plus que comme une provocation. À mesure que les jours passent, l'événement cesse d'être isolé. D'autres opérations conjointes sont recensées, moins spectaculaires, mais plus nombreuses, dessinant une continuité. Ibrahim Traoré, sans multiplier les déclarations, laisse s'installer l'idée que ces enchaînements constituent une méthode plutôt qu'un coup d'éclat. Avant 2025, les exercices navals conjoints impliquant des flottes non occidentales en Atlantique Sud restaient limités, tant en volume qu'en fréquence, et ne dépassaient que rarement un seuil symbolique de visibilité stratégique. En 2026, le tonnage cumulé engagé par les flottes du BRICS+ atteint plus de 350 000 tonnes, marquant un changement d'échelle qui transforme un signal politique diffus en capacité opérationnelle identifiable. Cette augmentation ne traduit pas une supériorité militaire globale, mais une densification suffisante pour assurer des escortes, des rotations et une présence continue sur des couloirs précis. Un second indicateur confirme ce glissement. Selon les données compilées par des instituts maritimes africains, la part des navires non occidentaux transitant par les principales routes atlantiques a progressé de 47% en un an. Ce chiffre ne signifie pas une disparition des flottes occidentales, mais il indique que leur rôle exclusif dans la sécurisation et l'assurance des flux est désormais contesté dans les faits. Concrètement, cela réduit la capacité d'un nombre limité d'acteurs à interrompre ou renchérir le commerce par des décisions unilatérales. Un troisième indicateur concerne aux échanges financiers associés à ces flux. La part des transactions sud-sud réalisées en devises locales dans les secteurs liés au commerce maritime a augmenté de 28% depuis le lancement des initiatives de coopération navale. Cette évolution reste partielle, mais elle signale une tentative de dissocier la circulation des marchandises des mécanismes monétaires traditionnellement dominants. Pour des économies soumises à des régimes de sanctions ou à des contraintes de liquidité, ce déplacement offre une marge de respiration, même limitée. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait être relativisé. Ensemble, ils dessinent une cohérence. Le tonnage permet la présence, la fréquence assure la continuité, et la diversification monétaire réduit la vulnérabilité. C'est cette combinaison qui confère à la séquence de 2026 une portée structurelle. Elle ne promet pas une autonomie immédiate, mais elle abaisse le seuil de dépendance critique. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette lecture chiffrée pour déplacer le débat. Il ne s'agit pas, selon lui, d'égaler les flottes occidentales en nombre ou en technologie, mais de rendre inopérante l'idée qu'une souveraineté économique puisse être suspendue par la fermeture d'un corridor. Les chiffres deviennent alors des arguments non pour impressionner, mais pour démontrer une capacité minimale viable. Cette approche éclaire aussi les réactions critiques. Les observateurs qui soulignent la supériorité quantitative persistante de l'OTAN ne contestent pas les données, mais leur interprétation. Ils raisonnent en termes de domination globale, là où les acteurs du Sud raisonnent en termes de suffisance stratégique.
La divergence n'est donc pas seulement militaire, elle est conceptuelle. Les critiques les plus structurées de cette dynamique viennent principalement d'analystes occidentaux spécialisés dans les équilibres navals globaux. Leur premier argument repose sur un constat chiffré difficile à contester. Les flottes de l'OTAN, et en particulier celles des États-Unis, conservent une supériorité nette en nombre de bâtiments, en capacité de projection lointaine et en technologies embarquées. Face à plusieurs centaines de navires actifs, les manœuvres du BRIS Plus n'alignent qu'une trentaine d'unités, ce qui rend illusoire, selon eux, toute prétention à un rééquilibrage réel. Un second argument insiste sur la dépendance technologique. Les IRC, les systèmes de communication, de surveillance et de maintenance utilisés par de nombreuses marines du Sud reposeraient encore largement sur des composants, des logiciels ou des chaînes logistiques issues du Nord. Dans cette lecture, la coopération maritime actuelle ne ferait que déplacer la dépendance sans la supprimer, exposant les États concernés à des vulnérabilités nouvelles en cas de rupture d'approvisionnement ou de pression diplomatique accrue. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux. Elles décrivent correctement l'état d'un rapport de force global et rappellent que la domination navale occidentale ne disparaît pas en quelques exercices conjoints. Toutefois, elle manque le cœur du changement observé. Ce qui se met en place n'est pas une stratégie de parité militaire, mais une stratégie de contournement fonctionnel. L'objectif n'est pas de contrôler tous les océans, mais de sécuriser suffisamment de segments pour garantir la continuité des échanges essentiels. Les données disponibles nuancent également l'argument technologique. La fourniture de composants électroniques et la maintenance partagée par des partenaires asiatiques montrent que la dépendance n'est plus univoque. Elle se fragmente, réduisant la capacité de pression d'un seul bloc. Par ailleurs, l'efficacité d'une présence navale ne se mesure pas uniquement à la sophistication des équipements, mais à la cohérence politique qui l'accompagne. En définitive, le débat oppose deux grilles de lecture. L'une évalue la puissance en termes absolus et globaux. L'autre la mesure en termes de suffisance locale et de résilience. Tant que ces cadres ne sont pas distingués, le dialogue reste biaisé. La question n'est donc pas de savoir qui domine les mers, mais qui peut empêcher l'autre de respirer économiquement. Cette phrase, courte et volontairement abrupte, résume le basculement qui s'opère au milieu de la séquence observée. Jusqu'ici, les dynamiques de souveraineté en Afrique sahélienne se lisaient presque exclusivement à travers le prisme terrestre. Contrôle du territoire, sécurité intérieure, ressources minières. Or, les événements de 2026 déplacent ce centre de gravité. La mer cesse d'être un simple décor lointain pour devenir un espace stratégique directement relié aux choix politiques intérieurs. Ce changement n'est pas improvisé. Il résulte d'une accumulation de signaux faibles que les exercices navals rendent soudain visibles. En reliant protection des routes commerciales, coopération militaire et diversification financière, les acteurs impliqués dessinent une continuité entre logistique et dignité politique. Ibrahim Traoré s'inscrit explicitement dans cette lecture en présentant l'accès sécurisé aux échanges comme une condition préalable à toute indépendance réelle. La souveraineté n'est plus seulement une affaire de frontières, mais de circulation. À ce stade, révèle aussi une inversion symbolique. Pendant longtemps, la mer a représenté pour de nombreux États du Sud un espace de contrôle exercé par d'autres. En 2026, elle devient un lieu de projection d'intérêts partagés, même limité. Cette projection reste fragile, dépendante de coopérations encore récentes, mais elle modifie les anticipations. Les décideurs ne raisonnent plus uniquement en termes de contraintes subies, mais en termes d'options possibles. Enfin, cette bascule reconfigure les lignes de tension.
En déplaçant le débat vers les flux, elle expose directement les mécanismes de dépendance et de sanction. Ce n'est plus la prise d'un territoire qui inquiète, mais la sécurisation d'un corridor. À partir de ce point, le récit change de nature. Il ne s'agit plus de symboles, mais de conséquences concrètes à court et moyen terme. Pour les États, la première conséquence se mesure sur le terrain diplomatique. La possibilité d'accéder à des routes commerciales partiellement sécurisées en dehors des cadres traditionnels modifie la position de négociation. Des pays longtemps contraints d'accepter des conditions défavorables disposent désormais d'un levier, même limité, pour diversifier leurs partenariats. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette marge pour défendre une ligne de non-alignement actif où les alliances ne sont plus exclusives mais fonctionnelles. Cette posture n'élimine pas les pressions extérieures, mais elle réduit leur caractère automatique. Pour les entreprises, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, l'impact est plus directement chiffrable. La sécurisation accrue de certains corridors maritimes a permis, dans plusieurs cas, une baisse estimée des coûts de transport d'environ 15%. Cette diminution ne transforme pas instantanément la rentabilité globale, mais elle infléchit les calculs d'investissement. Des concessions autrefois jugées marginales deviennent exploitables et des renégociations contractuelles s'engagent sur la base de projections révisées. Là encore, le changement tient autant à la perception du risque qu'à sa réduction effective. Du côté des populations, les effets sont plus ambivalents. L'amélioration potentielle des flux logistiques nourrit l'espoir d'une stabilisation des prix et d'une meilleure disponibilité de certains biens. Dans le même temps, l'autonomie accrue expose à des contre-mesures, inflation importée, tensions sur l'énergie, retrait d'acteurs internationaux prudents. À Ouagadougou, comme dans d'autres capitales sahéliennes, le discours populaire oscille entre fierté et inquiétude. Ibrahim Traoré incarne cette ambivalence, présentée tantôt comme un garant de dignité, tantôt comme un pari risqué sur l'avenir. À l'échelle de la région, enfin, l'effet d'entraînement devient visible. Des mouvements citoyens au Sénégal, au Togo ou en Namibie reprennent le vocabulaire de la souveraineté maritime comme extension de la souveraineté économique. Les coopérations sud-sud gagnent en légitimité politique, même lorsqu'elles restent modestes sur le plan matériel. Cette diffusion régionale inquiète certaines chancelleries qui y voient un précédent difficile à contenir. Ces conséquences, inégales et parfois contradictoires, dessinent un paysage nouveau. La recomposition maritime ne crée pas une stabilité immédiate, mais elle redistribue les coûts et les opportunités. La question n'est donc plus de savoir si ce mouvement a des effets, mais pour qui ils seront supportables et à quelles conditions ils pourront durer. Dans l'hypothèse la plus probable, la dynamique engagée en 2026 se poursuit sans accélération majeure. Les exercices navals conjoints sont reconduits sous des formats élargis mais prudents, privilégiant la protection des convois et l'échange d'informations plutôt que la démonstration de force. Les corridors commerciaux sécurisés s'étendent progressivement vers l'océan Indien, tandis que les tensions avec les puissances occidentales demeurent contenues. Les sanctions existantes ne disparaissent pas, mais leur efficacité s'érode à mesure que les circuits alternatifs gagnent en fiabilité. Le Burkina Faso consolide alors un rôle de pivot idéologique plus observé que frontalement contesté. Si les conditions s'alignent favorablement, l'effet d'entraînement s'amplifie. De nouveaux États rejoignent les coopérations maritimes apportant ressources, ports et capacités logistiques supplémentaires. Des cadres juridiques régionaux émergent, reconnaissant une forme de souveraineté maritime partagée, notamment au sein des instances africaines.
Cette reconnaissance réduit l'incertitude réglementaire et favorise l'investissement. Les marchés du Sud gagnent en stabilité relative et la diversification des échanges atténue l'impact des pressions extérieures. Dans cette hypothèse, la recomposition maritime devient un facteur de confiance, plus qu'un simple instrument défensif. À l'inverse, si la réaction extérieure se durcit, une réaction plus dure des anciennes puissances dominantes. Des sanctions financières ciblées se multiplient, les assurances maritimes se renchérissent et les manœuvres du Sud sont requalifiées en militarisation déguisée. La cohésion interne des coopérations se fragilise sous la pression économique et diplomatique. Certains États, tentés par un repli national, réévaluent leur engagement, ralentissant la dynamique. Les populations, confrontées à une hausse des prix et à des pénuries ponctuelles, expriment alors une lassitude croissante. Entre ces trois trajectoires, la réalité des prochains mois oscillera probablement. Une recommandation s'impose toutefois pour les acteurs concernés. Penser en termes de résilience plutôt que de victoire rapide. La question clé n'est pas de savoir quel scénario l'emportera, mais comment amortir les chocs dans chacun d'eux sans perdre la cohérence stratégique initiale. Pour le public qui observe ces recompositions à distance, les enjeux peuvent paraître abstraits, saturés de termes techniques et de cartes maritimes. Pourtant, les effets de ces choix stratégiques se traduisent par des réalités quotidiennes. Pour les consommateurs, la sécurisation ou la perturbation des routes commerciales influence directement le prix des biens importés, la disponibilité de certains produits et la stabilité des marchés locaux. Une variation modeste des coûts logistiques peut à terme se répercuter sur le panier de base. Pour les travailleurs, notamment dans les secteurs portuaires, miniers ou agricoles, ces dynamiques conditionnent l'emploi et les revenus. L'ouverture de corridors alternatifs peut créer des opportunités, mais elle peut aussi accélérer des restructurations. Les choix faits aujourd'hui déterminent si ces transitions seront accompagnées ou subies. Dans plusieurs pays, des syndicats et des associations commencent à intégrer ces paramètres dans leurs revendications, signe que la mer entre désormais dans le débat social. Les entrepreneurs et acteurs économiques intermédiaires se trouvent également concernés. La diversification des partenaires logistiques offre des marges de manœuvre nouvelles, mais elle exige une capacité d'adaptation accrue. Négocier avec des interlocuteurs multiples, gérer des risques politiques différents et anticiper des changements réglementaires deviennent des compétences centrales. Ceux qui s'y préparent tôt peuvent amortir les chocs là où d'autres les subiront. Enfin, pour les citoyens, ces transformations posent une question plus large. Quel degré d'incertitude est acceptable en échange d'une plus grande autonomie collective? Le débat ne se résume pas à un soutien ou à un rejet. Il invite à réfléchir aux compromis, aux priorités et aux mécanismes de solidarité nécessaires pour traverser des phases de transition. En ce sens, la recomposition maritime n'est pas seulement une affaire d'États ou de flottes. Elle interpelle chacun sur sa tolérance au changement et sur la manière dont une société choisit de partager les coûts et les bénéfices d'un repositionnement stratégique. À ce stade, la question n'est plus seulement descriptive, elle devient opérationnelle. Si la recomposition maritime doit durer, elle exige une structuration progressive, au-delà des symboles. Une première étape consiste à consolider les routes sécurisées existantes en transformant les exercices conjoints en mécanismes réguliers de veille, de secours et d'escorte. L'objectif n'est pas l'escalade, mais la prévisibilité, condition minimale pour rassurer acteurs économiques et partenaires. La deuxième étape concerne la formation et les compétences. Plusieurs capitales africaines évoquent la création de pôles régionaux dédiés aux métiers maritimes,
associant officiers, ingénieurs et logisticiens. En mutualisant savoir-faire et maintenance, la dépendance à des prestataires extérieurs peut être réduite sans prétendre à l'autosuffisance totale. Ibrahim Traoré soutient cette approche graduelle, insistant sur la transmission plutôt que sur la démonstration de puissance. Troisièmement, une institutionnalisation juridique s'impose. Des cadres clairs sur la souveraineté des ressources, terrestres comme maritimes, permettent de sécuriser les investissements et de limiter l'arbitraire. La proposition d'une charte garantissant une majorité de contrôle local sur les ressources s'inscrit dans cette logique de lisibilité. Enfin, la coordination informationnelle devient centrale. Partager données, alertes et innovations entre partenaires du Sud réduit l'asymétrie médiatique et stratégique. Cette étape moins visible conditionne pourtant la résilience de l'ensemble. Cette feuille de route n'offre aucune garantie de succès. Elle propose un chemin mesurable où chaque avancée peut être évaluée, corrigée ou ralentie. La souveraineté, telle que la conçoit Ibrahim Traoré, ne se proclame pas. Elle s'administre dans la durée à travers des choix concrets et vérifiables. Le récit revient alors à des images plus silencieuses, loin des chiffres et des cartes. Dans certains ports africains, des dockers observent désormais passer des navires qu'ils ne percevaient autrefois qu'à travers le prisme du contrôle ou de la contrainte. Pour eux, la mer n'est plus seulement un espace lointain, mais une promesse fragile d'ouverture. Ce glissement du regard est peut-être l'effet le plus durable de la séquence de 2026. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré apparaît rarement dans ces scènes concrètes, mais son influence s'y fait sentir. Il n'est pas présenté comme un héros maritime, encore moins comme un chef de flotte. Il incarne plutôt une cohérence entre discours et méthode, entre l'idée de dignité et son inscription dans des infrastructures réelles. Cette cohérence explique autant l'adhésion que les résistances qu'il suscite. Le motif récurrent n'est ni la victoire ni la revanche, mais la continuité. Continuer à commercer, à apprendre, à circuler sans dépendre entièrement de décisions prises ailleurs. Cette continuité reste précaire, exposée aux crises, aux pénuries et aux retours de force. Mais elle existe désormais comme horizon pensable. Dans cette perspective, la souveraineté cesse d'être un slogan abstrait. Elle devient une expérience vécue, incomplète et révisable. Ibrahim Traoré, en acceptant cette imperfection, rappelle que toute transformation durable passe par l'acceptation du temps long et des compromis. Reste alors une phrase, simple et insistante, qui clôt ce mouvement. La dignité n'est pas un instant, c'est une trajectoire. À l'issue de ce parcours, aucune conclusion définitive ne s'impose comme une évidence. La recomposition maritime observée en 2026 n'est ni un aboutissement ni une rupture totale avec le passé. Elle ressemble davantage à une bifurcation, discrète mais lourde de conséquences, où plusieurs chemins restent ouverts. Ce qui s'y joue dépasse la figure d'un dirigeant ou le déploiement ponctuel de flottes. Il s'agit d'une interrogation collective sur la manière d'habiter le monde, d'y circuler et d'y échanger sans tutelle systématique. Pour certains, cette trajectoire inspirera de l'espoir. Pour d'autres, elle suscitera de la prudence, voire de l'inquiétude. Ces réactions contrastées font partie du processus. Elles rappellent que la souveraineté n'est jamais neutre et qu'elle redistribue toujours des risques autant que des opportunités. Ibrahim Traoré, qu'on l'approuve ou qu'on le conteste, a contribué à remettre cette question au centre du débat, là où elle était souvent reléguée à des marges techniques. La suite ne dépendra pas uniquement des États ou des alliances. Elle dépendra aussi de la capacité des sociétés à débattre, à s'informer et à exiger de la cohérence entre les discours et les actes. Observer ces évolutions, les discuter sans caricature et en mesurer les effets concrets constitue déjà une forme de participation.
Dès lors, une question demeure ouverte, volontairement sans réponse immédiate. Face à un monde où les routes se redessinent, quelle part de responsabilité collective sommes-nous prêts à assumer pour protéger, partager et gouverner les espaces qui nous relient?